Alors bonjour à tous. Alors j'ai un micro mais vous inquiétez pas, il n'est pas pour vous, il est pour la caméra. Donc vous n'entendrez pas ma voix plus forte. Alors on va vous présenter aujourd'hui un projet qu'on avait déjà présenté au RCE il y a 2 ans. C'était l'idée, c'était vraiment un projet à l'époque d'observatoire à Château-Chinon dans le Morvan. Et ben depuis 2 ans on a avancé, donc on va, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient déjà là il y a 2 ans, qui ont suivi le projet. Mais on va vous présenter un peu les dernières avancées. Alors j'ai avec moi Philippe qui s'occupe du projet à la ville de Château-Chinon. Et puis Nicolas, donc vous avez les noms derrière, qui est architecte et qui a fait un super boulot, qui respecte les contraintes astronomiques, qui apporte des solutions à la fois esthétiques et très, assez ingénieuses. Et donc, on va vous présenter un petit peu tout l'ensemble du projet à nous trois. Et je vais tout de suite passer la parole à Philippe parce qu'on a beaucoup de slides et il ne faut pas qu'on déborde du temps. Oui, donc bonjour à tous. Donc je suis dans la commune de Château-Chinon. Je suis en charge d'un programme national Petite Ville de demain, dont ce projet est un projet un peu phare. Il y a 2 projets importants dans la ville. Le renouvellement dans une nouvelle scénographie du musée François Mitterrand, puisque Mitterrand a été maire de la ville de 1959 à 1981, donc il a laissé sa trace, mais aussi tous les cadeaux qui lui ont été offerts, à la fois dans la période où il était maire, mais aussi président pendant ses 2 mandats. C'est un énorme projet, lui aussi, porté par le département de la Nièvre. Ici, donc, c'est la rencontre de la SAB avec les élus de Château-Chinon, nouvellement élus en 2020, qui donne l'occasion de créer ce complexe scientifique et astronomique, parce qu'il n'y a pas que de l'astronomie, tout simplement parce que la montagne du Calvaire, dont vous voyez ici le sommet, était déjà connue de très longue date et très fréquentée au début du XXe siècle. Pardon, voilà. On voit très bien sur cette image la ville et le point culminant sur lequel trône un poste météo construit par l'armée de l'air suite à un grave accident qui avait eu lieu dans la Nièvre pour essayer de mieux prévoir la météo. Et ce poste a été construit en 1934. Donc il est à l'abandon depuis 1986. Et les élus, plutôt que de détruire les 2 bâtiments qui sont au sommet de cette montagne, ont préféré leur trouver une destination. Voilà comment était la montagne du Calvaire. On dit montagne, mais c'est 610 mètres d'altitude, au début du XXe siècle, très fréquentée pour ses roches et évidemment ses paysages magnifiques, puisque de là-haut, on a une vue à 360 degrés, bien dégagée, et on y voit le Morvan et la plaine du Bazois qui va jusqu'à Nevers ensuite. Donc, un point culminant, comme je le disais, une vue à 360 et 35 hectares de forêt, donc qui sont sains parce que l'on appelle chez nous la rue de la Promenade. Et bien sûr, à Château-Chinon, c'est toujours lié à Mitterrand quelque part, donc c'est là où il aimait faire ses promenades. Et donc, il a laissé à la fois son souvenir, mais aussi un espace qui lui est dédié sur place. Ces 35 hectares de forêt principalement au nord, forêt communale d'ailleurs. Et alors je ne sais pas si je peux ici, on voit très bien en forme d'oreille là-haut, c'est un ancien oppidum, puisqu'il y a des artefacts qui ont été trouvés au moment de la construction des 3 croix du Calvaire, qui datent du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et donc nous sommes tout près de Bibracte, le musée national, et on pense que les petits oppidums autour se sont regroupés à un moment à Bibracte. On retrouve là encore des vestiges, notamment des murs celtes. Il y a quelques vestiges, et au Moyen-Âge s'est construit un château qui a été détruit par le roi de France, ce méchant, en 1475, qui se battait contre le duc de Bourgogne à l'époque. Donc,
et qui reste donc, il reste encore quelques petites ruines, la courtine, des tours d'observation, mais franchement, il ne reste plus grand-chose. Par contre, donc, le site est très fréquenté par les touristes qui surtout admirent le paysage parce que vraiment, il est magnifique. Donc ça s'inscrit dans un programme, celui que j'ai la chance de gérer, qui est Petite Ville de demain. Le projet de musée Mitterrand remis à l'honneur dans une nouvelle scénographie et la préparation de la ville à une fréquentation accrue, parce que si Château-Chinon a un grand renom, pour certains en tout cas, ça reste un petit village puisqu'on a 2000 habitants. Donc j'ai la charge de préparer la ville à son développement sur le long terme. Donc il y a énormément d'actions. Je vous invite à visiter soit la chaîne YouTube de la commune, soit notre site internet. Il y a des actions dans le cadre de la rénovation énergétique, rénovation urbaine, qui sont tout à fait d'importance à notre époque. Entre autres, la création d'un très important réseau de chaleur urbain chauffé au bois et la préparation de la remise sur le marché locatif courte durée ou longue durée de plus de 200 logements qui jusqu'à présent étaient vacants. Donc ça s'inscrit dans une démarche. Alors pourquoi un observatoire? Puisqu'on est avec des astronomes ici, c'est parce que on a la chance d'être dans une zone assez préservée. Donc le parc national du Morvan est candidat au label de réserve internationale de ciel étoilé. Donc, même si on n'est pas encore en cœur de zone, on reste quand même un endroit privilégié, d'autant que la ville fait tous les efforts possibles pour limiter au maximum la pollution lumineuse. Donc, tous les éclairages publics sont déjà éteints. En plus, c'est une économie, donc ça tombe bien. Nous sommes en train de remplacer les points lumineux qui n'étaient pas aux normes par des points lumineux basse intensité d'une chaleur de 2700 Kelvin pour respecter la norme du RICE. Nous avons un règlement local de la publicité qui est une compétence qui est revenue aux communes récemment, c'était une compétence de l'État, qui nous permet de prévoir l'extinction des enseignes lumineuses et d'exiger des vitrines éclairées qui peuvent être éclairées la nuit, d'avoir une orientation propice à nos observations et en tout cas pour en limiter les nuisances. Donc aucune pollution lumineuse ni atmosphérique autour de l'observatoire, futur observatoire, mais là je laisserai Nicolas Dorval-Bory vous expliquer quelles sont les contraintes architecturales. Donc on prévoit un certain nombre d'activités, outre l'astronomie, je vous le disais tout à l'heure. On voudrait orienter nos conférences sur la géologie comparée des planètes, qui est une science qui se fait jour et qui est, à notre sens, tout à fait intéressante avec la production des robots qui sont sur Mars. Et il y a des conférences tout à fait intéressantes. Là, j'ai mis un exemple, hein, une vue de Mars, une vue de la Terre. Et il y a des universitaires qui vous diront comment ça s'est formé, dans quelles conditions et qu'est-ce que cela veut dire. Je trouve qu'on ne parle pas assez de la géologie comparée des planètes. Nous avons une collection de minéraux également du Morvan et l'évocation des mines d'uranium qui ont existé dans le Morvan pendant très peu de temps. On a fait surtout des sondages, mais l'occasion de parler de la géologie. C'est pour ça que le projet s'appelle « De la Terre au ciel ». C'est qu'on découvrira la biodiversité du site, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il est très préservé, c'est un espace naturel. Espace naturel, mais qui est quand même en ville. Donc avec tous les avantages et tous les inconvénients pour la ville que je représente, de devoir limiter au maximum la pollution lumineuse, bien sûr. On y parlera de météorologie, tout simplement parce que le poste météo, construit en 1935, a 100 ans d'histoire de relevés météorologiques, et Météo France sont tout à fait partants pour expliquer aux visiteurs à la fois comment on faisait les relevés météo, comment actuellement on relève les données météorologiques toujours sur le site, mais avec une station automatique. Et ils expliqueront également 100 ans de relevés
et les conclusions qu'on peut ou pas en tirer sur l'évolution du climat. C'est aussi un patrimoine historique dont je parlais tout à l'heure, je parlais d'artefacts, on en montrera certains. C'est à plus long terme parce que vous savez que c'est des fonds publics qui manquent pour faire des fouilles, mais un jour ou l'autre, il y aura certainement des chantiers de fouilles qui seront organisés. L'état d'esprit des élus avec la SAB et les autres partenaires sur les autres thèmes, c'est de mettre au service du plus grand nombre des instruments de qualité, mais aussi un espace de qualité et un endroit où on vulgarise, où on apprend la science, que ça soit de la terre jusqu'au ciel. Et je passe la parole à notre architecte, Nicolas. Pardon. Hop. Hop. Merci Philippe. Il vaut mieux que je l'accroche. Comme ça. Voilà. Hop, je vais peut-être me mettre là. Donc effectivement, merci pour l'introduction. Nous, c'est un projet qu'on est très content d'avoir gagné. Alors une autre vue où vous pouvez situer les deux bâtiments, la station météo, peut-être je cache un peu, de 1934, une usine de traitement d'eau ici qui date de 1960, deux bâtiments abandonnés pour lesquels on a répondu à un petit concours d'architecture et qu'on a remporté. On en est très content. On l'a remporté parce que je pense qu'on a répondu effectivement de manière assez précise aux questions astronomiques. Je suis moi-même un peu astronome amateur, mais surtout je m'intéresse aux télescopes et aux observatoires depuis assez longtemps. On avait commencé une petite étude typologique sur les observatoires du monde entier. Vous reconnaîtrez peut-être Arecibo surtout et les deux LIGO en haut et en bas ici et quelques autres si vous avez l'œil. Et puis j'ai été dans plein d'observatoires du monde. Alors ici c'est narcissiquement moi à l'Observatoire de Paris et de Meudon. Mais surtout je suis enseignant en école d'architecture et j'ai eu la chance de pouvoir monter un projet de recherche avec mes étudiants dans le désert d'Atacama pour leur faire visiter et leur faire comprendre surtout les raisons de la forme et ce qui dirigeait en fait la conception d'un observatoire astronomique. Donc ici c'est Cerro Tololo, ça aussi. Donc vous reconnaîtrez certains ici Alma à 5000 mètres d'altitude. Alma, encore Cerro Tololo, et puis ici on a Gemini, Magellan, et puis le VLT, enfin en l'occurrence Paranal. Voilà. Donc c'est avec un peu ces connaissances-là que j'avais pu acquérir au fil des années qu'on a répondu à ce projet-là pour ces deux bâtiments dont on a fait une maquette de site ici. Et comme on fait aussi par ailleurs beaucoup de réhabilitation de bâtiments, on a toujours à cœur à bien regarder de quoi sont faits les bâtiments, peut-être de considérer le déjà là comme une source de projet avant tout. Avant de faire du projet, on regarde, on diagnostique beaucoup et on essaie de s'appuyer sur les qualités existantes de ces deux bâtiments qui sont fondamentalement très différents, mais les deux très qualitatifs. L'un, c'est plutôt une infrastructure qui n'était pas destinée à recevoir des gens, en fait. Hein. C'est des bacs de filtration d'eau. L'autre, c'est plutôt conçu comme une maison avec des beaux sols, des belles menuiseries, des petites particularités spatiales assez intéressantes et certaines choses qu'on peut s'imaginer même garder ici dans l'usine des eaux. Peut-être pour dire une dernière chose, c'est que la station météo, elle est envisagée comme un futur observatoire astronomique, tandis que l'usine des eaux, elle est envisagée comme un futur planétarium et bâtiment d'accueil du public. Alors on se dit, ces bâtiments, il faut une fois qu'on a bien compris les qualités, il faut comprendre quelles sont les contraintes astronomiques qui vont diriger le projet. Les contraintes pour un observatoire, elles sont de trois types, essentiellement. Une première contrainte qui est la pollution lumineuse, de multiples formes. Une deuxième contrainte qui sont les vibrations. Et une troisième contrainte qui est géométrique, qui est ce qu'on arrive à voir de l'endroit où on se positionne en fait. La contrainte de pollution lumineuse, on en a parlé par rapport à la ville qui fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Mais la pollution lumineuse pour un observatoire, ce n'est pas que la lumière visible, c'est bien sûr la lumière visible si on regarde
avec un télescope optique. Mais là, on imagine pouvoir avoir des outils qui observent aussi un peu dans l'infrarouge. Et donc, ça veut dire lutter contre toutes les fuites de lumière, mais lutter aussi contre toutes les fuites de chaleur. Ça, c'est intéressant parce que ça va dans le même sens que aussi l'économie d'énergie, c'est-à-dire bien isoler les bâtiments et faire attention à ce que la chaleur soit gardée à l'intérieur des bâtiments, en tout cas pas à l'intérieur de la coupole, sinon le seeing se trouve abîmé. Et puis la couleur blanche, bien évidemment, qui est là, pas par hasard, qui est là pour refléter les rayonnements solaires et pour maintenir une température la même que celle de l'air extérieur à l'intérieur des observatoires. Et toutes les sources lumineuses qu'il pourrait y avoir dans ces deux bâtiments, donc le LSST qu'on avait visité en 2019, et puis ici Mount Wilson, que vous connaissez peut-être, ont ces dispositifs un peu de tuiles comme ça, qui permettent de rabattre la lumière vers le sol et de ne pas avoir de fuite de lumière vers l'atmosphère. La deuxième contrainte, je vous l'ai dit, c'est les vibrations. Comme quand on fait une photo, on a besoin d'un trépied, sinon ça bouge. Et puis il vaut mieux que les trépieds soient posés pas sur le même sol que celui où on marche. Donc tous les télescopes désolidarisent le pied du télescope avec l'endroit où circule la coupole, où les gens marchent. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ici, on voit les isolateurs du chantier de l'ELT. La troisième contrainte, c'est une contrainte de géométrie, de comment on se positionne pour bien voir. Donc on doit faire attention, surtout quand on fait deux bâtiments, qu'un bâtiment ne masque pas l'autre, alors là ça va, mais aussi qu'on n'ait pas des arbres qui nous fassent des masques, qu'on n'ait pas la coupole qui fasse un masque par rapport à ce qu'on veut observer. Donc ça, on doit le travailler finement. Pour le planétarium, alors les deux bâtiments sont ici. On a le planétarium en bas et la station météo observatoire en haut. Le planétarium, il a une double vocation, planétarium à l'intérieur et puis à l'extérieur, il y a une grande toiture d'observation ouverte à tous les publics qui peuvent monter avec leur télescope et observer pendant la nuit. C'est un bâtiment, on le voit ici en photo, le nord bien en haut, et puis on voit que le bâtiment il est presque au nord. Pas tout à fait, mais presque. Et ce presque, il ne nous voit pas vraiment. On se dit, c'est presque au nord, donc pour les astronomes amateurs, c'est pas mal de pouvoir monter et de se retrouver sur un sol de grande terrasse, parfaitement orienté au nord, parce que comme ça, son télescope, on le positionne beaucoup plus facilement. Et donc, un des enjeux spatiaux et architecturaux, ça va être dans ce bâtiment de l'observatoire, du planétarium, de retrouver plus de surface, de faire une sorte d'agrandissement, une sorte de coque qu'on vient mettre par-dessus, qui est une grande terrasse qui, elle, est parfaitement orientée selon les points cardinaux et qui permet rapidement de se repérer. Et puis aussi pour les publics, c'est un système assez pratique pour comprendre là où on se trouve. Donc l'usine des eaux avec sa cuve d'eau, on vient la surmonter d'une coupole dans laquelle on met le planétarium. Et puis le reste du bâtiment est habillé avec cette enveloppe comme ça qui rabat la lumière et qui normalement ne fait pas de pollution lumineuse pour l'autre bâtiment. Une image de l'intérieur qui est complexe et que je ne vais pas vous détailler, simplement pour vous dire que c'est complexe parce que c'est un bâtiment existant et qu'il y a du béton partout et que c'est un peu compliqué, mais une fois qu'on est sur la terrasse, on est dans un dispositif tout à fait simple et tout à fait efficace. Voilà. Ici l'intérieur où on voit qu'on est quand même dans quelque chose qui est une sorte d'infrastructure. On voit que le béton a été découpé à la disqueuse, sera découpé à la disqueuse, c'est une 3D, à certains endroits pour pouvoir laisser passer. Ici c'est un endroit dans lequel il y a 2 mètres de sable actuellement et qu'il va falloir curer dans les mois qui viennent. On remarque quelque chose d'un peu particulier, c'est que les lumières qu'on a mises au plafond, elles ne sont pas orientées parfaitement perpendiculairement au bâtiment dans lequel on se trouve parce qu'elles sont en fait en lien avec la toiture et elles orientent bien sûr nord, sud-est, ouest, pour rappeler toujours le cosmos dans lequel on est à l'intérieur de ce bâtiment. Ici, on est sous la coupole, dans le planétarium. Et puis la coupole, quand on regarde de la terrasse vers l'est, et vers l'ouest, et vers le nord. Non, c'est des 3D. Pour ce qui est de la station météo, qui devient un vrai observatoire astronomique, le bâtiment il est déjà très bien. C'est un bâtiment de très bonne facture, il n'y a pas grand chose à faire, très bien construit, très bien composé aussi, bien dessiné. Et un petit peu comme l'Observatoire de Paris, où à un moment on vient rajouter au 19e siècle une coupole par-dessus une tour octogonale qui existait déjà. Là on fait un petit peu pareil, on vient rajouter au-dessus de cette coupole, au-dessus de cette tour, une coupole astronomique qui accueillera
un 500 en remote. Et ici, une autre tour avec une autre coupole qu'on vient rajouter sur le côté. On rajoute un étage qui sera l'étage de travail des astronomes et un noyau de circulation. Les deux étages existants, rez-de-chaussée et premier étage, ça devient un musée en fait, un musée de géologie au rez-de-chaussée et puis un musée d'astronomie à l'étage. La composition du bâtiment, elle est déjà super bien, je vous l'ai dit. Donc en fait, on va juste ajouter des choses sur la toiture notamment, ou alors des greffes par le côté, en respectant un peu les lignes déjà de conception de ce bâtiment-là. Et puis quand on rajoute les coupoles, on rajoute les outils d'observation. Et donc comme je le disais tout à l'heure, il va falloir désolidariser pour pas qu'il y ait de vibrations dans les télescopes. On va rajouter des mâts désolidariser de la structure existante du bâtiment qui vont faire que quand on a les publics qui circulent dans le musée ou qui circulent autour de la coupole même, autour du télescope, ben, ça ne fait pas vibrer les mâts. Donc on a un gros mât pour le 500, un autre petit mât pour ce qui était initialement une lunette qui sera aussi un télescope, et puis deux rails ici qu'on voit parce que sur le toit, on a accessible un Dobson de 1 mètre, Eric en parlera mieux que moi, mais qui se range ici et qui vient coulisser sur des formes de rails désolidarisés structurellement de la toiture. L'isolation du bâtiment qui permet de garder tous les infrarouges à l'intérieur. Et puis une vue de ce que donne la vue de côté. Alors le bâtiment, on ne le voit pas très bien ici, mais finalement, le bâtiment existant, il s'arrête à ce niveau-là. Et donc cette fenêtre et cet étage-là, c'est nous qui le rajoutons avec l'accueil des astronomes dans cet étage-là. On voit le Dobson en toiture ici. Des questions de géométrie, encore une fois, pour se dire que le Dobson, bah, il doit trouver une position qui lui permette d'observer partout dans des bonnes conditions, d'où sa circulation sur des rails. Le plan du rez-de-chaussée, très brièvement, pour dire que c'est le musée de la géologie qu'on est en train de programmer, musée de l'astronomie au premier étage, et l'étage des astronomes au dernier étage, pas forcément accessible au public. Par contre, ce qui est accessible au public, c'est la terrasse sur le toit, de façon très limitée et contrôlée pour pouvoir voir dans le Dobson. Voilà. Une vue à l'intérieur de la tour octogonale, qui est assez belle en l'état. Nous, on trouve que c'est une architecture de très bonne facture, qu'on vient simplement réhabiliter en changeant simplement, en changeant quasiment rien. Le sol, il est comme ça actuellement, c'est juste que là, il est très très sale, mais sinon, je vous assure que c'est le même. Et puis, comme vous comprenez, on vient découper le sol existant pour faire circuler le mât du télescope, qui est un double mât en fait. Bien sûr, si un enfant tape sur le mât, il ne va pas faire vibrer le télescope. Il y a un petit peu de jeu justement pour empêcher qu'il y ait cette... et il est plus épais que ça aussi d'après les calculs actuels. Mais en tout cas, cette idée de mettre en scène aussi ce qu'est cette idée de trépied, ce qu'est cette idée de mât et d'observation indépendante de la structure. Et une petite maquette qu'on a fait qui est actuellement à Château-Chinon, où on voit cette tour octogonale avec le mât qui passe à l'intérieur et les dispositifs thermiques et d'éclairage à l'intérieur pour bien comprendre et faire comprendre au public de quel genre d'objet il s'agit. Et quelques vues un peu trop saturées sur l'écran par rapport au mien, mais dans lesquelles vous allez comprendre finalement qu'on ne change pas beaucoup de choses de ce bâtiment dans son... Pardon. On ne change pas beaucoup de choses dans ce bâtiment actuel qui est beau, bien composé. On vient juste rajouter ces quelques objets et ça devient un véritable observatoire de qualité. Et peut-être que Eric va parler plus en détail du programme. Et l'antenne n'y sera plus. On a décidé de ne pas la mettre. C'est vrai qu'on a tenu à ce que l'antenne soit plus là parce qu'on a la chance d'avoir aussi, les astronomes sont sensibles aussi au paysage. Et on veut avoir un horizon, il y aura de la taille d'arbres et tout, on n'a pas abordé ces points-là, mais on veut aussi avoir une impression de connexion avec le ciel en quelque sorte quand on est en haut de cet observatoire. Déjà le point de vue est génial, mais en plus avec l'observatoire ça va être génial. Alors,
Pour vous parler un petit peu plus des instruments, on veut effectivement installer donc sur la terrasse que vous avez vu avec les rails, ce sera un Dobson d'1 mètre parce qu'on n'a pas envie de faire les choses à moitié. Et donc on aura des appels d'offres qui vont installer. Là je vous ai montré celui des Baronnies, mais ce sera pas le même, mais juste pour vous montrer l'échelle en fait. Et puis le 500, effectivement, on voulait un télescope en remote. Donc des 1 mètre, effectivement, c'est ce que je dis ici, il n'y en a pas beaucoup en France, donc accessible au public. L'idée de cet observatoire, c'est un petit peu ce qu'on défend, nous, à la Société astronomique de Bourgogne, c'est de pouvoir rendre accessible l'astronomie auprès du plus grand nombre, donc y compris des publics qui sont un peu différents de vous, qui ne connaissent pas trop l'astronomie, du grand public comme ça, et on voudrait que chacun puisse venir observer dans un 1 mètre, même pas longtemps, pour pas cher, histoire de voir Saturne dans un 1 mètre et tomber par terre, et puis avoir envie de revenir. Donc on est plus sur une logique comme ça, c'est vraiment en faire profiter un maximum de monde. Donc un Dobson d'1 mètre comme ça, et on voudrait 2 télescopes en remote en fait, un dédié plutôt au ciel profond, avec donc un 500, dédié plutôt aux sciences participatives, toujours avec cette logique de... alors ça existera aussi, mais on n'est pas là pour le réserver à un astronome qui veut se faire sa propre image pour 5 heures de pause avec 250 € ou 250 $. On voudrait faire des jeux de données qui soient disponibles pour faire de la science participative auprès d'amateurs, auprès de scolaires. Donc vraiment parler de science, voilà, et de permettre aux gens de faire de la science. C'est très important pour nous aussi. Et puis un autre... Alors on s'est interrogé sur une lunette ou sur un 300, on voudrait quelque chose qui soit dédié au planétaire, donc ici le ciel profond, ici planétaire, plus des interventions techniques, toujours sur la science participative, et puis une lunette solaire en parallèle de ça. Donc 2 instruments un peu complémentaires. Et puis dans l'autre bâtiment, effectivement, du planétarium, un planétarium, parce que, faut être quand même assez clair, on sera en Bourgogne, et que le temps ne sera pas toujours favorable pour l'observation. Et qu'on veut aussi que la structure fonctionne en journée, donc avec du planétarium, avec des formations, des premières étoiles, des grands ours, des petits ours, tout ce qu'on veut. Donc le 500, en fait, il existe déjà, on l'a déjà, parce qu'au fur et à mesure où on avançait le projet, les gens en ont entendu parler, et puis il y a l'université de Franche-Comté qui est venue nous voir en disant « Tiens, c'est marrant, nous, on a un 500, là, dont on ne se sert pas, on avait un projet, et puis finalement, on n'est pas en train de le mettre en place, ça avance pas, mais vous avez l'air d'avancer, donc si vous voulez, on vous laisse à disposition notre tube de 500, et puis donc on s'est dit ravi, super, merci, et donc on n'a pas la monture, mais on a déjà un tube, et alors c'est un instrument qui est de bonne facture, hein. On connaît la personne qui l'a fait commander, et on a tout l'historique, donc c'est pas mal. Olivier Mouzis que beaucoup connaissent. Olivier Mouzis, si le nom vous dit quelque chose. Oui, on va pas le dire. Donc le projet, donc les publics, hein, c'est ce que je vous disais, ce qu'on cherche à viser comme public, parce que ça va être aussi l'enjeu, c'est comment on le fait vivre cet observatoire. C'est pas le tout d'avoir une belle architecture, c'est pas le tout d'avoir de beaux instruments, il faut qu'on ait du public. Alors ça peut intéresser qui? Notre dispositif, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment de ne pas avoir seulement un public d'astronomes amateurs. Vous pourrez tous venir, je vous encourage à tous venir quand il sera prêt, mais aussi on veut accueillir du public et s'inscrire dans une démarche plus globale de tourisme. Donc des gens qui n'ont jamais vu dans un télescope, on veut pouvoir les accueillir à pas cher. Typiquement, l'idée, c'est on monte une demi-heure, on voit un objet pour 10 € et on regarde dans un 1 mètre pour... voilà. Il peut y avoir donc plusieurs offres possibles comme ça, et il faudra qu'on travaille aussi sur l'offre proposée. Donc, tourisme avec en plus, là, on a parlé de la Cité des Présents, il y a aussi... Alors, c'est un modèle pour nous, Bibracte, Centre européen d'archéologie. C'est dingue, je suis toujours surpris par le monde qui fréquente Bibracte. Donc, on a l'exemple d'une structure de culture scientifique dans le Morvan qui marche à plein régime. Vraiment, c'est impressionnant. Et on s'aime beaucoup avec Bibracte en plus, donc on sait qu'on peut faire des choses ensemble. Et on peut développer notamment de l'archéoastronomie. C'est pour ceux qui ont assisté à ma présentation de ce matin.
On veut aussi tous les produits de la FA, hein, petit ours, niveau jusqu'à la 4e étoile. 0, ça n'existe pas. Philippe, tu as mis 0, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de niveau 0. On pourrait le créer hein, pour les gens qui n'ont jamais rien vu en astronomie. Niveau 0 de l'astronomie. Et puis, voilà, dans l'offre, on aura des séjours. On peut venir plusieurs jours. On peut faire des classes vertes. On peut avoir des abonnements. Pourquoi pas? On va essayer de réfléchir à tout ça pour proposer une offre classe verte, classe sciences, beaucoup sur les scolaires aussi. En fait, on a remarqué aussi qu'il y avait un arc comme ça, entre, je dirais, Bourges et Troyes, si vous voyez un petit peu l'arc qui est là, où il n'y a aucune offre d'astronomie. Il y a très peu de clubs, très peu il n'y a pas du tout de structure professionnelle qui propose l'astronomie. Et puis, on n'est pas loin de la région parisienne. Philippe est venu en voiture, il a mis 3 heures. Vous voyez, si vous voulez payer, vous payez un week-end dans le Morvan depuis la région parisienne, c'est tout à fait possible, avec un ciel génial et des instruments qui vont être très chouettes. Et puis une programmation dynamique, on veut suivre l'actualité astro, on veut pourquoi pas avoir des colloques, accueillir des chercheurs, faire des festivals, un jardin zététique, une idée à laquelle j'ai pensé depuis très longtemps. Imaginez, aujourd'hui, si vous avez suivi l'actualité, on est dans l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire que les scientifiques ne sont plus crus et que le meilleur moyen que quelqu'un soit convaincu par la science, c'est à la limite qu'il fasse ses études lui-même. Donc on avait envie de créer un jardin où les gens viennent planter leurs carottes en fonction de la Lune et puis voir ce qui se passe. Voilà, donc voilà, plein d'idées comme ça qu'on va développer, qu'on va essayer d'étayer. Évidemment, on va faire aussi le tri dans ces idées-là, on ne va pas tout faire en même temps, on va vraiment séquencer et ça risque d'être sympa. Et puis, pourquoi pas, imaginer des fermes de télescopes, de l'itinérance, on croit beaucoup au fait d'aller dans des lieux pour ne pas seulement que notamment les scolaires viennent dans le lieu, mais aussi qu'on aille vers eux. Dans la Nièvre particulièrement, où il n'y a pas forcément grand-chose, on peut proposer tout ça. Puis des partenariats, comme je disais, avec Bibract, avec tout ça. Les atouts de cet observatoire, c'est l'emplacement géographique. Le parc naturel du Morvan va être, on l'espère, après de multiples allers-retours, qualifié en réserve internationale de ciel étoilé. Il y a les commissions, là, on a fait des dernières visios avec les États-Unis. On espère, là, dans les commissions qui vont avoir lieu dans l'automne. Donc, on devrait être sur le point d'aboutir. Et on voulait, justement, depuis le début de ce projet de réserve internationale de ciel étoilé, on voulait profiter du ciel du Morvan, qui est franchement excellent, pour avoir un observatoire qui soit un fer de lance, et c'est celui de Château-Chinon, quoi. Ça va emmener un petit peu toute la logique du Morvan qui va devenir une terre d'astronomie. Il y aura l'observatoire, il y aura d'autres choses aussi dans d'autres lieux et on veut que tout ça marche ensemble. Donc vraiment, le Morvan vivra avec les étoiles, clairement. La proximité de Paris, effectivement, 3 heures pour venir faire de l'astronomie, c'est pas mal. Et puis, il y a beaucoup d'observatoires. Alors, c'est ça qui est le positionnement original. C'est quand on imagine un observatoire aujourd'hui, on pense tout de suite au sud-est de la France. Eh bien, on va faire autrement. Avec moins de météo, mais avec un bon ciel quand même qui est assez exploitable. Et puis, c'est ce que je vous disais, il y a un vide comme ça entre Clermont, Bourges, Auxerre, Troyes, où il n'y a pas d'offre astronomique. On a un observatoire en ville. C'est ça qui... Alors, c'est un positionnement assez... qui engendre des questions. Mais on veut aussi en faire un atout. Un atout parce que la ville de Château-Chinon se devra absolument d'être, je ne sais pas comment dire, pionnière, exemplaire, je ne sais pas, innovante en matière de pollution lumineuse pour voir comment on peut faire vivre une ville sans du tout de pollution lumineuse. Donc voilà, on va mettre des choses en place. Et puis l'observatoire en ville permettra aussi d'avoir une infrastructure autour qui peut permettre d'accueillir des gens en nombre, parce que l'idée c'est quand même le nombre. Et puis
compléter la dynamique de Bibracte, faire de l'archéoastronomie, ça j'en ai déjà parlé, mutualiser aussi avec les autres sciences. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'astronomie, mais avec l'astronomie, on amène aussi, on peut tout lier à de l'astronomie en fait, hein, toutes les sciences. On parlait, voilà, par exemple de la géologie, on peut faire de la comparaison des géologies telluriques, on peut tout à fait. Et justement, on emmènera avec nous des structures qui font de la science d'une manière générale, des CCSTI, des choses comme ça. Et donc, ce sera assez complémentaire, tout ça. Alors, je voulais aussi, il y a 2 ans, j'avais fait remplir aux gens qui étaient là un petit questionnaire. Donc, je me devais de vous donner un peu les résultats de ce petit questionnaire pour voir comment vous imaginiez, comment cette nouvelle d'avoir un observatoire à Château-Chinon était reçue. Donc, je vais rapidement vous montrer. Alors, c'est un public, voilà, c'était dans la salle, donc il n'y a pas forcément beaucoup de réponses. Ça donne des tendances, ça donne pas, on ne peut pas dire que ça donne, mais ça nous renseigne, nous quand même, c'est toujours intéressant d'en parler avec vous et de voir un petit peu comment vous recevez ça. Donc c'est un public d'astronomes amateurs, hein, c'est pas non plus le grand public qu'on va vouloir viser aussi, donc ça n'est qu'une partie des réponses. Déjà, l'étendue géographique des gens qui ont répondu, vous voyez, il y a pas mal de régions parisiennes. Et puis, il y a évidemment là où c'est un peu ce que je disais, il n'y a pas tellement d'offres d'astronomie partout ici. Donc, les gens qui ont répondu, on sent qu'ils ont envie. Ils ont envie de voir naître cette nouvelle structure. Donc, entre le centre et l'est, on a pas mal de réponses dans ce coin-là. Donc, la pratique de l'astronomie. Alors, on demandait aux gens quelle était leur pratique de l'astronomie aujourd'hui. L'observation, il y a beaucoup d'observateurs, donc qui seront forcément intéressés par un mètre, parce que c'est certainement une expérience incroyable. Et puis, mais les autres activités ne sont pas délaissées non plus, hein. Il y a des gens qui vont vouloir faire de l'astrophotographie. Puis, on veut faire vivre le lieu aussi avec des conférences, avec le planétarium. Tout ça, c'est pas forcément, c'est pas négligeable non plus dans les réponses. Qu'est-ce qui intéresse les gens dans un observatoire à Château-Chinon? Comment ils estiment aujourd'hui quelle est la réputation de la qualité du ciel du Morvan? Eh bien, vous voyez, entre bonne et très bonne, c'est 95% des réponses. Oh, il y a eu 2-3 esprits chagrins qui étaient... ça arrive toujours, hein. Mais bon, 95% des gens qui estiment que la qualité du ciel est bonne, parlez-en à Jean-Luc d'Auvergne, vous allez voir, il vient régulièrement dans le Morvan. Il est venu pour photographier la comète, là, dernièrement. Il est venu dans le Morvan. Il a fait la route pour choper la comète. Les points forts, qu'est-ce que vous imaginez des points forts de l'observatoire? La qualité du ciel, il n'y a pas de problème. C'est bien le Morvan, c'est la qualité du ciel du Morvan qui attire. Mais il faut gérer, on a eu ça aussi, hein, la crainte d'un observatoire en ville, c'est-à-dire... On nous dit tout le temps, mais vous allez faire comment avec la pollution lumineuse? Donc, mais on va s'en occuper, vous inquiétez pas. La proximité, vous voyez la zone de chalandise sur le centre-est, comme j'ai déjà montré. Et puis, l'attrait de l'équipement, la qualité de l'équipement, c'est aussi important pour au moins 40% des personnes. Donc, il y a une nette domination de la qualité du ciel, mais un mètre, ça attire aussi, hein, c'est évident. Les formules, comment est-ce que vous voulez consommer le 1 mètre? Eh bien, évidemment, il n'y a pas tellement de surprises. C'était un public d'astronomes amateurs, donc l'idée d'une soirée pour 3 heures d'observation pour 50 € la soirée, c'est ce qui intéresse le plus. Les gens qui ne connaissent pas l'astronomie seront plus intéressés par la formule, comme je vous disais tout à l'heure, pas très cher pour découvrir un objet dans le 300 et vivre déjà une expérience assez incroyable et avoir peut-être envie d'y retourner et d'aller un peu plus loin. C'est aussi ça qu'on veut, c'est amener les gens vers l'astronomie, parce qu'on pense, comme le disait Éric Pied-Noël ce matin, on pense que plus les gens regarderont le ciel, moins on aura de bêtises dans le monde, si on peut dire. Et puis le tourisme sera important avec des formules, peut-être avec des séjours, des nuits complètes d'observation pour des groupes, des choses comme ça. C'est aussi des choses qu'on est en train de travailler et qu'on va... voilà. Pour les remotes, le positionnement de la science participative, vous voyez, ça c'était une bonne surprise en fait, ce résultat-là. Les gens, on sent que la science participative, c'est vraiment quelque chose qui se développe,
qui intéresse de plus en plus. Donc à 50% des gens qui ont répondu, ils ont envie de faire ça. Donc ça, c'est en plein développement et on va travailler là-dessus. Il se trouve qu'à la SAB aussi, on a... Xavier, il n'est pas là, Xavier? Xavier Strottner, qui avait découvert avec l'équipe le nuage moléculaire là autour sur la même image que la Voie lactée. Et que, voilà... la Voie lactée. M31, pardon. Voilà, et c'est la fatigue, c'est ça. Et donc voilà, ce positionnement-là a l'air d'intéresser en fait les gens pour la science participative. Et puis les animations, donc vous voyez, évidemment, comme c'est des gens qui sont déjà des astronomes avertis, il y a moins de premières étoiles que les autres, et les autres intéressent autant. On imaginait même une 5e étoile qui était le maniement de gros instruments, plus que des 500. Donc manier à 1 mètre, avoir une formation qui vous apprend à manier à 1 mètre, ça peut être sympa. Donc voilà. Pour les jeunes, on avait aussi un truc aussi, faire de la science participative pour les jeunes. C'est aussi une de nos motivations importantes. On est en train de développer, même dans notre association, un groupe pour des ados et des lycéens vers lesquels qu'on veut orienter vers de la science participative, parce que nous, quand on était ados et lycéens, on aurait adoré faire ça. Donc on se dit que des jeunes aujourd'hui aimeraient aussi faire ça. Donc voilà, c'était pas le public non plus visé par les questionnaires, mais effectivement, voilà, on a un intérêt aussi sur la science participative qui est ici. Il me reste 4 minutes, et j'aurai largement fini, parce que j'ai plus que 2 diapos. Alors voici un jour de brouillard à l'observatoire. Parce que voilà, le truc, c'est que ces derniers temps, ça c'est Pierre qui m'avait envoyé cette photo-là. Ces derniers temps, on avait, peut-être un peu partout en France aussi, on avait du brouillard en Bourgogne, mais ça fait combien de temps? Ça fait 15 jours, je sais pas, 3 semaines qu'on voit rien, qu'on a une nappe de brouillard, c'est déprimant, je vous assure. Et puis, Pierre m'envoie ça. Voilà comment est le ciel à l'observatoire. Donc vous reconnaissez le bâtiment, là. Voilà, là on est au-dessus des nuages. Et je vous assure, c'est assez sympa. Vous êtes sur le point haut, comme ça. Vous voyez la mer de nuages en bas. Vous vous croyez au Chili. C'est absolument... Allez-y. Dans le Morvan, le week-end du 1er novembre, il a fait un temps magnifique en journée. Effectivement, sur l'autoroute, on a eu tout le long de Paris du brouillard. On a fait moins d'1 kilomètre en sortie à Vallon et c'était magnifique. Voilà, tout à fait. Ça, c'est l'avantage. Vous voyez, on n'est pas très en hauteur, mais ça suffit pour avoir des ciels assez magnifiques. Et puis, une petite dernière photo où on voit les... Alors, c'est... Le plateau s'appelle le plateau du Calvaire parce qu'effectivement, il y a 3 croix comme ça. Donc là, c'est une vue assez magnifique de la Voie lactée avec les 3 croix du Calvaire qui est prise depuis là-bas. Alors, effectivement, c'est un peu ce qu'on a dit. Les atouts, il n'y aura pas que de l'astronomie aussi. Il y aura des kilomètres, des paysages et de la biodiversité avec des kilomètres de chemin dans les forêts autour, avec la découverte de paysages, de biodiversité, des tables d'orientation. Je vous assure qu'on a une vue depuis là-haut qui est franchement géniale, sur le Bazois et tout ça, c'est franchement joli. Il y a des points d'intérêt qui sont déjà là, en fait, qui existent déjà, des activités en pleine nature. Vous voyez, on veut développer un tourisme qui soit un tourisme nature, en fait, et la thématique astronomie va très bien avec ce qui existe déjà autour. Vous pouvez vous faire des balades VTT, des machins comme ça. On est en montagne aussi, donc faire, pourquoi pas, de l'acrobranche, des tyroliennes. Enfin, ce sera un lieu vraiment très vivant. Des expositions sur la richesse du sol, on en a parlé déjà tout à l'heure. La flore et la faune locale, il y a l'Office national des forêts qui a fait une étude qui a montré qu'il y avait des espèces là qui étaient assez rares. On aura peut-être des habitations comme ça où vous pouvez dormir dans un observatoire en fait. On aura de la météo. Là, on en a déjà parlé, donc c'est intéressant parce que l'analyse du climat depuis 100 ans, c'est un sujet d'actualité, hein, donc on pourra se rendre compte de ça avec des données qui ont été prises là-bas. La géologie, Philippe en a parlé, l'histoire. On a Bibracte aussi pas loin. Vous savez qu'on développe nous aussi de l'archéoastronomie. Et effectivement, l'histoire du site
qui est riche aussi, fera l'objet de... Alors on veut lier tout ça avec de l'astronomie. On va essayer de trouver un moyen. L'astronomie, ça sera vraiment le fer de lance, mais on pourra emporter toutes ces thématiques-là qui sont des thématiques propres, locales, qui sont très intéressantes, qui sont des points forts du lieu. Voilà. Philippe, tu veux dire un mot sur la fin, parce que c'est là où on en est. Je te repasse le micro que tu peux tenir à la main, si tu veux. Oui, donc c'est grâce rendons à César ce qui lui appartient parfois. C'est grâce à l'État que ce projet a pu voir le jour, notamment avec les fonds du plan de relance, vous savez, qui ont été mis en place après le Covid. Et l'idée même, avant même qu'il y ait la moindre étude, l'idée a séduit le commissariat au Massif central, puisque Château-Chinon fait partie de la zone Massif central et moyenne montagne. Et donc on a eu une labellisation du programme que l'on appelle Avenir Montagne, dont le logo est ici, et qui a amorcé la pompe avec quand même plus d'1 million d'euros de subventions. On en est actuellement à 3,4 millions, sans compter les aménagements extérieurs. On est en train d'y travailler, notamment avec la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts. C'est en bonne voie. Vous aurez l'occasion également d'y participer, puisque c'est un projet qui sera labellisé Fondation du patrimoine. Et vous pourrez prendre une petite part de l'observatoire qui sera à vous lorsque vous ferez un don à la Fondation du patrimoine. Le don étant défiscalisé à la fois pour les entreprises, mais aussi pour ceux qui payent des impôts sur le revenu. Donc, pour gérer tout ça et ne pas avoir à souffrir du changement des équipes municipales, notamment, il faut que ça puisse vivre par soi-même. Donc, l'idée travaillée actuellement est de créer une société coopérative d'intérêt collectif. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à aller voir le site scic.fr, il me semble, parce que c'est une forme d'entreprise dans laquelle c'est une coopérative d'associés et on retrouve dans ces associés, donc c'est une coopérative, chaque investisseur a une voix. On peut y mettre 40% de la collectivité locale, mais aussi des usagers, ça peut être les adhérents de la SAB, ça peut être des partenaires associatifs, ça peut être des entreprises privées, puisque actuellement, alors on ne sait pas s'ils iront au capital, mais il y a Total Énergie qui s'apprête aussi à financer, surtout sur les espaces extérieurs. Donc c'est l'occasion de réunir des partenaires différents dans un but commun, et ce statut a été créé pour ça. J'en suis un peu à l'origine dans les années 2001, donc pour ceux que ça intéresse, c'est tout à fait intéressant de voir comment ça fonctionne et comment, en réunissant des forces vives, on peut arriver à un but d'utilité collective commun. Donc, on est pressé par le temps. Donc, actuellement, je suis en train de préparer le marché public, parce que tout ça, ça passe par des marchés publics. Les travaux devraient débuter en janvier. Et 1 an de travaux pour pouvoir espérer une ouverture au public en 2026. Et il va falloir aussi commander le miroir d'1 mètre, ce qui n'est pas le plus simple. On est arrivé à la fin. Donc, merci.